Merci beaucoup. Je poursuis donc dans la présentation faite par le professeur Chalumeau sur une partie plus spécifique de la mortalité des enfants qui porte sur la question de la mort subite du nourrisson. Donc, un petit point pour commencer cette présentation avec la définition qui n'est pas toujours évidente puisque on distingue mort inattendue du nourrisson et mort subite du nourrisson. Donc, la mort inattendue, c'est un décès qui survient brutalement chez un enfant de moins d'1 an alors que rien ne laissait penser qu'il était malade jusqu'alors. Alors que la mort subite, c'est la sous-catégorie des morts inattendues pour lequel, à l'issue d'examens comme ceux que je viens de vous présenter, donc d'investigations post-mortem exhaustives, eh bien, on n'a pas trouvé de cause de décès. Donc, vous voyez, la nuance est importante puisque dans la façon de présenter ces décès, il faudra pouvoir tenir compte des situations où on comptabilise uniquement les décès non expliqués ou au contraire l'ensemble de ces décès. Et donc, il y a de nombreuses classifications qui ont été proposées et qui sont utilisées pour classer ces décès. Et donc, vous voyez que la plus récente qu'on vous a mise sur cette diapositive, c'est celle de Goldstein, qui distingue dans l'ensemble des morts inattendues du nourrisson les cas expliqués pour lesquels on a par exemple une asphyxie évidente lorsque l'enfant s'est étouffé, des pathologies dites naturelles, on pense à une infection par exemple, ou encore des cas de figure différents avec des traumatismes qui soient accidentels ou non. On a le cas des morts subites du nourrisson dont je viens de vous parler, pour lequel on n'a pas d'explication évidente et qui, vous allez voir, constitue une grande partie de ces morts inattendues, puisque c'est près de la moitié des cas pour lesquels on conclut mort subite. Et puis il y a ces cas indéterminés pour lesquels on manque d'examen complémentaire, on ne peut pas se prononcer, ou au contraire, les résultats sont en contradiction et ne permettent pas de statuer entre expliqué ou inexpliqué. Donc, un mot d'historique sur l'évolution du taux de mort inattendue. Vous avez en bas à gauche la courbe nord-américaine qui ressemble beaucoup, vous voyez, à la courbe française des évolutions. Donc, c'est quelque chose qui a été observé de façon assez générale, c'est-à-dire que dans les années 90, alors que les premières publications sur des études cas témoins ont mis en évidence une association forte entre le décès de ces enfants durant le sommeil et le décubitus ventral, eh bien, il y a eu des campagnes de prévention qui ont été mises en place dans le début des années 90 et qui ont eu un effet, vous voyez, tout à fait spectaculaire sur l'évolution du taux de mort inattendue, que ce soit donc aux États-Unis, mais aussi en France. Une seconde campagne a été menée en France dans les années 2005-2007 afin d'accentuer encore la diminution de ce taux, puisque vous voyez qu'il y a une période de stagnation où on était encore à des taux élevés, autour de 50 pour 100 000 naissances. Et ce qu'on observe aussi, c'est que depuis cette période où nous sommes passés sous la barre des 50 pour 100 000 naissances vivantes, eh bien, il y a une stagnation qui fait que tous les ans en France, c'est entre 300 et 400 enfants qui décèdent de mort inattendue du nourrisson, ce qui reste un chiffre considérable et, comme vous l'a dit Martin tout à l'heure, probablement la première cause de décès dans cette population des moins d'1 an. Et donc, ce qu'on constate aussi, et ce qui interpelle beaucoup, c'est que l'incidence de la mort inattendue du nourrisson est tout à fait différente d'un pays à l'autre. Et vous voyez que la France, comme la Belgique, la Finlande, le Royaume-Uni, ont des taux qui sont tout à fait importants et qui font que la mort inattendue est la première cause de décès hors période néonatale et jusqu'à la fin de la première année. À l'inverse, certains pays, comme vous voyez ici l'Espagne, le Portugal, l'Italie, ont des taux de mort inattendue qui sont très
très différents, qui sont beaucoup plus bas et qui nécessitent qu'on puisse comprendre les mécanismes en cause pour pouvoir s'approcher de ces exemples. Alors, des facteurs de risque, je l'ai évoqué dans la présentation de la vignette clinique, on en connaît déjà. Le plus spectaculaire, je vous l'ai dit, c'est la position de couchage, avec des odds ratios, vous voyez, qui peuvent être tout à fait spectaculaires, puisque ça peut aller de 3 à 45 entre le débitus ventral, le débitus dorsal et latéral. Mais ce qu'on distingue classiquement parmi ces facteurs de risque, ce sont certains facteurs qui ne sont pas modifiables parce qu'ils sont d'origine génétique ou en lien avec des conditions de naissance. On a chez cet enfant, par exemple, une prématurité, un faible poids de naissance, et puis ça survient majoritairement dans les 6 premiers mois de vie avec un pic autour de 3-4 mois. Dans les facteurs de risque modifiables, il y a le tabagisme, que ce soit un tabagisme durant la grossesse ou en postnatal, et des conditions de couchage. On a vu dans le cas de cet enfant un lit parapluie avec un matelas mou. On sait que ce sont des conditions de couchage qui sont à risque d'enfouissement et donc de suffocation et d'asphyxie. Mais on a également identifié comme facteur de risque le fait de partager le lit de ses parents et d'être couché avec des objets contre lesquels on est susceptible de s'étouffer. On pense aux couettes, aux oreillers et aux doudous autour de lit qui peuvent être à l'origine d'accidents. À l'inverse, certains facteurs protecteurs sont bien établis, dont l'allaitement maternel, le fait de s'endormir avec une tétine et d'être couché sur le dos dans un lit qui soit dégagé, idéalement dans la chambre des parents, puisque là encore, c'est un facteur protecteur au moins jusqu'à 6 mois. Hop là. Donc, ce qui semble ressortir à ce stade des connaissances autour de la physiopathologie de la mort inattendue, eh bien, c'est quelque chose de multifactoriel. Comme vous le disait Martin tout à l'heure, c'est probablement pas quelque chose de simple qui serait facilement identifiable et avec une solution unique, mais un triple risque qui est proposé pour appréhender la survenue de mort subite du nourrisson, qui combine une vulnérabilité particulière, on l'a vu, des susceptibilités génétiques à un moment où l'enfant est vulnérable, une période critique de développement donc qui va jusqu'à 1 an, mais avec une fréquence de ces accidents qui est plus fréquente avant 6 mois, et puis un stress extérieur en rapport avec l'environnement de couchage, le tabac ou encore une infection qui peut majorer le risque. Et c'est la combinaison de ces trois approches qui fait que survienne l'accident mortel. Dans les hypothèses physiopathologiques, on a beaucoup d'hypothèses qui ont été formulées et celle concernant la sérotonine revient régulièrement. Certaines publications suggèrent même qu'un déséquilibre de sérotonine pourrait expliquer jusqu'à la moitié des cas de mort subite du nourrisson. Et donc, ce mécanisme sera en cause puisque des médicaments qui impliquent le circuit de la sérotonine, comme des psychotropes ou des cardiotropes, pourraient avoir une action sur les centres de régulation du tronc cérébral. Et en cas de déséquilibre de l'homéostasie, en rapport avec une hypoxie, une hypercapnie ou une hyperthermie, qui peuvent être le fait soit d'une infection, soit de mauvaises conditions de couchage, eh bien, la voie de la sérotonine pourrait être perturbée et donc modifier la régulation du tronc cérébral et favoriser ainsi les décès. Donc, quels sont les objectifs de recherche en 2020 ? C'est un sujet qui nous intéresse puisqu'on a bien mesuré dans quelle mesure est-ce qu'il fallait une approche multidisciplinaire pour pouvoir y répondre. Et donc, tout naturellement, des épidémiologistes, des généticiens, mais également des spécialistes de l'éducation à la santé, des sciences des comportements se sont réunis dans le cadre du FHU Child dont on vient de vous parler pour proposer des pistes et des objectifs de recherche. Parmi les pistes qu'on propose aujourd'hui, il y a la mise en place d'un registre de ces morts inattendues qui n'existait pas jusqu'alors et qui va permettre de colliger les cas, de les décrire pour pouvoir les analyser. L'analyse des pratiques de couchage, vous l'avez vu, c'est un point qui paraît absolument
centrale dans la physiopathologie de ces décès et on souhaite pouvoir analyser la fréquence et les déterminants de la position de couchage non optimale chez le nourrisson, quand les recommandations datent des années 90, ont été réitérées en France dans les années 2000 et restent mal suivies pour certains. Et puis également, quelles sont la façon dont sont informées les familles et délivrer les informations de bonne pratique en maternité. Il y a également, vous l'avez vu, des pistes sur l'exposition médicamenteuse, éventuellement in utero, qui nous paraissent intéressantes à creuser et analyser. Et puis, la perspective d'éducation à la santé avec des outils pédagogiques qui seraient modernes, qui prendraient en compte les inégalités sociales de santé et qui permettraient de développer là encore, des relais et des communications efficaces sur les recommandations de position de couchage. Et enfin, la recherche de variants génétiques, puisqu'on l'a vu, il y a également une dimension intrinsèque à l'enfant qui peut être en cause et qui permettrait de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, pour ces variants génétiques, je vous présente là 2 diapositives qui ont été faites par le professeur Baruto, qui est cardiopédiatre et qui s'est associé avec nous pour essayer de proposer une approche pour identifier des pistes génétiques à ces morts subites. Et donc, l'analyse de Triol a été proposée comme une approche particulièrement pertinente chez 150 enfants qui sont pris en charge dans un centre référent dans le cadre d'un décès et d'une mort subite du nourrisson. Eh bien, on se propose d'analyser les parents de cet enfant pour rechercher une mutation de novo qui permettrait d'identifier des variants susceptibles d'expliquer ces décès. En complément, il est également proposé d'analyser des analyses génétiques chez 300 enfants victimes de morts subites, que l'on comparerait à des analyses génomiques qui seraient faites sur une population contrôle qui existe aujourd'hui avec un panel donc de référence qui est disponible et qui permettrait de rechercher à grande échelle des variants ultra rares qui pourraient être en cause, là encore, dans la survenue d'une mort subite du nourrisson. Et donc, le fait d'avoir un nouveau gène candidat susceptible d'expliquer une partie de ces morts subites est un des enjeux de ces recherches. Et bien évidemment, comme on l'a évoqué à propos de la sérotonine, on a l'intention de regarder en particulier tous les gènes en cause dans le métabolisme des médicaments et des médicaments qu'on a évoqués comme les psychotropes ou les cardiotropes. Et donc, cette fois-ci, c'est une étude qui pourrait concerner jusqu'à 1500 cas de mort inattendue qui serait comparée à des enfants ou à des cas référents sur la survenue d'anomalies génétiques dans le cadre de ce travail de recherche. Les sources de données dont on dispose, eh bien, elles sont nombreuses sur le plan épidémiologique, puisque des cohortes sont mises en place déjà depuis plusieurs années, en particulier la cohorte ELF, qui a inclus en 2011 des enfants de plusieurs maternités françaises. Et vous voyez que c'est plus de 18 000 enfants qui sont suivis dans le cadre de cette cohorte, pour lequel on dispose d'informations sur leur santé, leur développement, et qui vont pouvoir être analysés dans le cadre de ces travaux de recherche sur la mort inattendue du nourrisson. Les cohortes Epiphan, qui portent cette fois-ci sur l'alimentation des nourrissons pendant la première année de vie et qui suivent plus de 3000 enfants. Les enquêtes nationales de périnatales qui se développent, qui ont lieu, elles, en maternité. La dernière date de 2016, la prochaine est prévue en 2021 et vont pouvoir faire un état des lieux de l'information qui est délivrée en maternité auprès des jeunes mamans. Hein. Et puis, bien évidemment, toutes les données du système national de données de santé vont pouvoir être analysées, en particulier l'exposition médicamenteuse, comme je vous le disais.
Et puis, comme évoqué, la mise en place d'un observatoire national des morts inattendues du nourrisson est également une perspective tout à fait intéressante et une source de données qui sera certainement précieuse pour mieux comprendre la physiopathologie, les déterminants de ces décès. Je vous ai exposé ici sur cette carte les différents centres référents de la mort inattendue du nourrisson. Il y en a 37 en tout en France. C'est une structuration qui date de 2006, mais qui perdure aujourd'hui. Et donc, parmi ces 37 centres, vous voyez qu'il y en a 35 qui ont accepté de participer à l'observatoire et qui incluent de façon exhaustive tous les cas qui sont pris en charge dans ces centres et qui nous ont permis déjà de colliger, vous voyez, un peu plus de 1000 décès. Parmi ces 1000 décès, certaines familles ont refusé d'être inclus, mais la plupart ont pu être inclus dans cet observatoire, soit par le biais des centres référents dont je vous parlais, soit aussi des instituts médico-légaux qui sont parfois sollicités pour analyser les causes de décès. Et enfin, certains enfants ne sont pas pris en charge. Et donc, cette perspective de pouvoir analyser ces observations qui sont maintenant colligées depuis 2015 nous laisse des pistes tout à fait prometteuses pour avancer dans la compréhension de la physiopathologie et aussi de la prévention de ces morts inattendues du nourrisson. Voilà, je vous remercie pour votre attention.